Bien, eh bien je vais commencer. Vous avez marqué sur vos feuilles que je suis psychologue. Je suis psychologue au CHU de Montpellier, comme ça s'entend, en unité mobile de soins palliatifs. Voilà. J'ai choisi, puisqu'il y a, avec les figures imposées, éthique d'une mort annoncée, moi et l'autre, ça c'était les figures imposées, et plusieurs points de vue se sont déclinés et vont se décliner, et moi j'ai choisi précisément de parler de points de vue et de vue. Je voudrais dire aussi qu'avant de travailler en soins palliatifs, j'ai longtemps travaillé en pédopsychiatrie et participé à une recherche INSERM sur les grossesses à risque et les antécédents de mort néonatale particulièrement. C'est ce qui vous éclairera peut-être sur un certain nombre de références que j'ai utilisées autour de la question de la périnatalité. Donc, qu'est-ce qui se passe, disait Lévinas, quand je regarde autrui face à face? Le regard, selon la définition du Larousse, c'est une manière de regarder et c'est l'expression des yeux. Il est au départ donc ce qui revient à ma conscience quand je porte mes yeux sur quelque chose ou sur quelqu'un et ce que je reçois de l'autre quand il me fait face. Le regard est un des éléments forts de l'interaction humaine. C'est ainsi que, par exemple, certaines recherches en périnatalité et en développement de la petite enfance avaient pu mettre en évidence que les enfants qui étaient regardés, et qui étaient beaucoup regardés, entraient plus facilement dans le domaine du langage. Le regard donc nourrit, enrichit la rencontre qui s'établit dans le face-à-face. Ce face-à-face n'est pas au départ une métaphore, mais bien une réalité corporelle de la rencontre. Et je voudrais insister sur ce côté corporel, au sens où le philosophe Miguel Benassayag, par exemple, dit « Je suis un point de vue donné par mon corps » ou encore « Toute connaissance est corporellement située ». Le regard exprime donc avant tout le lieu où je suis, d'où se crée le lien, la rencontre. Il ouvre à la parole, même si c'est autrement que des mots qui sont souvent beaucoup plus contrôlés que ce regard. Dans la recherche dont je vous ai parlé sur les antécédents de mort néonatale, les jeunes femmes qui ignoraient qu'elles accouchaient d'un enfant mort in utero nous disaient le profond malaise qu'elles voyaient dans le regard des sages-femmes qui procédaient à l'accouchement, et le malaise qui était pour elles générateur d'angoisse. Donc, le regard exprime bien un état mental, et vous savez aussi qu'il exprime des choses, y compris dans l'évitement. Une des caractéristiques de l'autisme, vous le savez, c'est l'évitement du regard, avec comme corollaire très souvent, d'ailleurs, en ce qui concerne les enfants, la difficulté d'entrer dans le langage. La difficulté de comprendre le point de vue de l'autre, de lire les expressions du visage, de les identifier. De distinguer moi de l'autre, puisque c'est le thème de cette journée, tout ce qui est mis en question, tout ce qui est mis par contre, tout ce qui est mis sous ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, à savoir penser l'autre face à moi, semblable à moi et irréductiblement différent. Lévinas disait « on peut tout échanger sauf l'exister ». Donc, il faisait du regard porté sur le visage de l'autre le fondement de la rencontre et de l'éthique. Le regard, bien sûr, n'est pas le seul élément de la rencontre. Il y a les paroles, le toucher pour les soignants, avec la technique, la précision, la dextérité du geste, mais qui ne peut s'exercer avec compétence que dans la mesure de la qualité du regard et de l'observation. Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur l'observation, ce regard curieux, scrutateur, attentif. Et je vais vous citer une phrase de Oscar Wilde que j'aime beaucoup. « Seuls les gens superficiels ne se fient pas aux apparences. » Seuls les gens superficiels ne se fient pas aux apparences. Là, je fais mon petit Lucchini. Cette phrase paradoxale d'Oscar Wilde dit que ce qui se montre et ce qui se donne à voir n'est pas que la surface des choses, ou que la surface des choses est le moyen d'entrer dans leur profondeur, ou le résultat de cette profondeur qui émerge dans le visible. L'anxiété des femmes qui avaient perdu un premier enfant lors de la grossesse suivante
était souvent un indicateur beaucoup plus fiable que n'importe quelle analyse biologique ou échographique. Et c'étaient seuls les médecins les plus compétents qui savaient voir et entendre au-delà de ces résultats, dans autre chose de moins scientifique et moins rationnel. Je pensais à Wittgenstein. Parce que précisément, une ouverture était laissée au doute, à un savoir différent de celui de la théorie, pure, mais tout aussi juste souvent. C'est ce que disait Lévi-Strauss dans La pensée sauvage. Il disait, il y a la pensée scientifique et rationnelle, mais il y a tout le reste qui est tout aussi pertinent quand on sait l'écouter. D'ailleurs, il disait, je pensais un petit peu à l'intervenant de ce matin, au niveau de l'éthique, il parlait de la nécessité de faire du bricolage avec toutes ces notions-là. Apprendre à être attentif, à regarder et apprendre ainsi l'écoute, c'est aussi ce qui constitue la méthode de formation des psychanalystes d'enfants d'Esther Bick. Regarder pendant 1 an régulièrement un nourrisson dans ses activités, ou plutôt son absence d'activité, la plupart du temps, puisqu'on l'observe y compris dans son sommeil, et noter tout ce que l'observateur a ressenti. Et cet observateur se rend compte peu à peu que ce qu'il a ressenti est en phase à ce qu'a vécu le bébé qui est en face de lui. Il est à l'écoute par le regard, il est à l'écoute de ses propres émotions et sensations. Et cette écoute et cette attention aux émotions développent ainsi la compréhension en profondeur de l'autre, même quand celui-ci n'a pas le support du langage pour s'exprimer. Le regard permet donc aussi d'entendre et de décoder des messages silencieux. Dans le cadre de la fin de vie, certains professionnels ou membres de la famille sont capables de déceler les signes annonciateurs de la mort avant d'autres. Bien sûr, ce sont le plus souvent les soignants qui sont au chevet, qui sont auprès du malade, ou les proches. Les proches, c'est un peu différent. Parfois, il y a un refus de voir aussi. Bref, c'est tout ce qu'on appelle la clinique, être au chevet, regarder le malade, mais regarder aussi le regard qu'il porte sur nous. L'expérience professionnelle de la fin de vie nous fait ressentir l'importance du regard des personnes qui vont mourir. Un regard dont il n'est pas facile de parler avec précision, sinon de ce qu'on en ressent intuitivement. Un regard qui traverse, qui vient de loin et qui va au-delà. Ce regard nous met d'ailleurs au-delà de notre situation professionnelle et du geste clinique. Georges Samprin parlait de la lueur immortelle d'un regard qui constate l'approche de la mort, qui sait à quoi s'en tenir. Mais cette lueur, attention, cette lueur et ce regard peuvent être antérieurs à la conscience de la situation. Voir ce regard qui constate l'approche de la mort ne doit pas nous inciter nécessairement à mettre des mots sur ce qui ne se dit pas autrement que par le regard. Parce que le temps de la parole consciente et le temps de la parole du corps n'est pas nécessairement le même. On peut exprimer, donner à voir sa future mort sans l'avoir nécessairement à l'esprit. Le deuxième arrêt que je vous propose, c'est sur le paradigme du stade du miroir dont parlent les psychanalystes. C'est le moment, vous le savez, où le petit enfant, dans les bras de sa mère, se reconnaît lui-même dans l'image que lui renvoie le miroir et se reconnaît différent de l'autre qui le soutient. Il semblerait que le regard dans le miroir soit ce qui construit l'identité. Je m'identifie comme étant moi-même, je me reconnais. Mais ce miroir reste une frontière qui peut être traversée pour arriver dans un monde inconnu. Alors, bien sûr, la traversée du miroir pour Alice, elle l'a conduit au pays des merveilles, mais la traversée du miroir par la maladie grave et la proximité de la mort nous conduit hors du monde où la personne savait qui elle était, qui était l'autre, quels étaient ses repères. Ce n'est pas le monde des fantasmes et des rêves, mais de l'inconnu. Je ne sais pas si vous connaissez le musée juif de Berlin. Il y a en particulier dans ce musée juif le jardin de l'exil qui est fait de telle sorte qu'on n'arrive pas avec des arbres qui sont représentés par des piliers et dont la structure est faite de telle sorte qu'on ne peut pas se repérer et qu'on n'arrive pas à poser ses pieds. Et ça traduit bien cet exil
qu'on peut avoir lorsqu'on perd tous ses repères, et probablement que l'annonce de la maladie grave et la proximité de la mort, ou en tout cas la proximité de la question de la mort, ressemble, moi je le nomme comme une traversée du miroir, mais c'est probablement aussi devenir un exil de soi-même et de l'univers quotidien. Donc, ce miroir franchi devient une séparation définitive. Il y a là ce que les philosophes qualifieraient de rupture ontologique, une rupture dans l'existence. Pourtant, nous savons tous que nous sommes mortels. Et nous avons tous le même destin, nous le savons, mais nous ne le savons pas et nous ne le sommes pas au même moment. Il y a le temps de vivre et le temps de finir de vivre. Et je voudrais vous parler d'un livre qui a été édité récemment, dont j'avais entendu parler sur France Culture par Laure Adler, un livre d'une femme écrivain journaliste qui s'appelle Annie François. Son ouvrage s'appelle Mine de rien. Ce sont des fragments d'autobiographie qui sont complétés par un texte de son compagnon, puisqu'il publie ces fragments autobiographiques après la mort de Annie François. Et lui, il publie un petit texte à la suite qui s'appelle De guerre lasse. Ces deux textes permettent de voir ce qui se joue difficilement entre le malade et son entourage, cet entourage dont elle dit elle-même qu'il a un rôle ingrat. Et je voudrais la citer. « Même démoralisé, dit-elle, même ratiboisé d'angoisse et de fatigue, voire moribond, le malade est actif, même attentif, même aux petits soins, l'entourage est passif. L'un est acteur, souvent peu doué pour son rôle, l'autre spectateur, qui ne peut applaudir ni huer la pièce qui se joue devant ses yeux. » Et en opposition, son compagnon, plus tard, dans le texte qui suit, dit « Je feignais l'insouciance, elle faisait mine de rien. » Le regard donc de la juste distance pose la question de ce qui se donne à voir ou se refuse à la vue. Ce n'est pas facile d'être spectateur et d'être surtout face à un autre dans une dimension totalement différente. Être sous le regard pose la question de la pudeur. Que vois-tu de moi que je ne souhaite pas te montrer ? Le regard de l'autre peut être une épreuve. Dans Mine de rien, justement, Annie François lui écrit « Demain, évite de me dire que je suis jolie comme un cœur avec la boule à zéro, et ne dis pas non plus que je suis atroce. » Les malades, vous le savez, refusent souvent d'être vus par d'autres personnes que les plus intimes. Ils ont peur de se montrer, mais peut-être plus encore du regard qui est porté sur eux. François Chalin, donc, écrit aussi dans son texte, il parle de l'instant de la mort où elle, qui n'avait jamais voulu qu'il la voie dévêtue, se montre nue dans la misère de son corps, anéanti par la maladie. Il décrit alors l'extrême délabrement de ce corps qui meurt et qu'il rétablira ensuite dans la beauté lorsqu'il la coiffera et choisira sa robe avant que d'autres la voient. C'est peut-être... il n'y a aucune dimension religieuse dans cet ouvrage, enfin en tout cas aucune pratique religieuse énoncée, mais là on peut voir aussi ce que peut être une façon de présenter un corps et un rite peut-être universel de donner une autre image, une image décente de celui qui est mort. L'exposition socialisée du cadavre signe bien le sens de ce qui se révèle au regard. Je l'ai vu de mes yeux vus, je ne crois que ce que je vois. Seule la vision du défunt permet de croire à cette mort, permet de ne pas le chercher dans le monde des vivants. Dans certaines familles ou dans certaines cultures, dans certains pays, on voile les miroirs dans la maison d'un mort pour signifier peut-être qu'il y a le monde des morts et le monde des vivants séparés. Alors je vais encore reprendre une phrase que vous connaissez tous. La phrase de Saint-Exupéry, s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Alors cette phrase, elle fait du projet le socle de l'amour, mais lorsque le projet, pour l'un, est la proximité de la mort, on ne regarde plus dans la même direction, mais on se regarde nécessairement l'un et l'autre pour offrir soutien et partage. Et je vais vous citer, j'adore citer les romans parce que je trouve qu'ils
il y a là, dans l'écriture, la possibilité de dire les choses d'une façon beaucoup plus précise et plus juste que ce qu'on peut dire en tant que professionnel. Et là, je voudrais vous citer un livre d'Arthur Schnitzler qui s'appelle « Mourir ». C'est une histoire où deux jeunes gens qui s'aiment se promettent de mourir ensemble lorsque la maladie du jeune homme se déclare. Mais ce qui est une parole d'amour devient une menace lorsque, sentant sa mort prochaine, le jeune homme souhaite que la jeune femme meure avec lui. « Je t'amène, dit-il, je ne veux pas partir seule. » Et à ce moment-là, elle est terrorisée et elle s'enfuit pour aller rechercher le soutien d'un ami médecin. Je crois que dans les mots de Ricoeur, il y a l'expression tout à fait juste de ce que signifie le regard partagé et l'accompagnement. À défaut d'un partage identifiant, qui n'est ni possible ni souhaitable, il faut un regard de la juste distance qui respecte l'autonomie de l'autre et lui exprime notre sollicitude bienveillante. Je voudrais aussi rajouter les mots de Jacques Loubatière dans l'ouvrage collectif « Mort et immortalité » dans l'Encyclopédie des Savoirs. « La mort de l'autre, dit-il, ne fait que définir une frontière qui nous sépare de notre propre mort. D'une certaine façon, au-delà de la souffrance que provoque la perte d'un être cher, cette disparition témoigne de l'actualité et de la réalité de notre propre vie. Cette proximité de la mort de l'autre est surtout confirmation de ce que nous sommes vivants. En fait, elle ne nous permet pas de comprendre ou de mieux accepter notre propre mort, pas plus qu'elle ne nous y prépare. Tu meurs, donc je vis simplement. Il faut donc des vivants pour accompagner ceux qui meurent, des vivants capables de soutenir le regard de celui qui, comme le dit Ricoeur, est seul à mourir, mais ne meurt pas seul. Alors pour conclure sur ce qui m'a incité à parler du regard, je dois dire que c'est une phrase dans les fragments posthumes de Ricoeur, présenté par Olivier Abel, cet ouvrage qui s'appelle « Vivant jusqu'à la mort », où la question pour Ricoeur était de méditer sur la distance entre écrire sur la mort pour la postérité et affronter sa propre mort. Et il cite le témoignage de Georges Saint-Prun, dont je vous ai extrait déjà une phrase. Et donc, Georges Saint-Prun a accompagné la mort de son ami, le sociologue Maurice Alvar, au bloc des agonisants de Buchenwald en 1944. Et il y a une phrase magnifique. « Il souriait mourant, son regard sur moi fraternel. » Il souriait mourant, son regard sur moi fraternel. Elle est construite d'une façon étrange, cette phrase. Mais dans ces 8 mots se déploie tout ce qui fait l'éthique d'une rencontre, lui et moi. La connaissance et le respect de l'autonomie, la bienveillance dans la juste distance, qui est la mesure du respect. Et pour prendre une référence qui parlera sans doute au plus grand nombre, c'est aussi tout ce qui est contenu dans le langage des habitants de Pandora, dans le film de Avatar, quand ils se rencontrent et se disent avec leurs magnifiques yeux de chat « je te vois ». Et « je te vois » équivalent à « je sais qui tu es, je te connais, je te reconnais ». C'est un aveu de tendresse et d'amour, ce que Ricoeur appelait l'irréductible lien d'humanité. Je vous remercie.